Bonjour, bienvenue à Dialogue dilettante, le 3e épisode sur la statistique. Aujourd'hui, on parle de la statistique au 19e siècle. On a déjà fait l'intro sur qu'est-ce que la statistique, sur un peu la préhistoire ou le début, le balbutiement de la statistique. Mais là, on rentre dans le vif du sujet, le 19e siècle. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, Justin? Bon, 19e siècle, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un siècle qui est beaucoup étudié d'un point de vue historique. Pour ce qui est de la statistique, on va regarder des grands courants. Okay? Donc, on va se faire historien du dimanche, puis on va voir un peu comment les choses évoluent. Puis on va prendre certains personnages pour fixer un petit peu l'histoire dans la vie de certains personnages pour se donner un petit peu plus un fil narratif. Parfait. Donc, une des idées qui apparaît au 19e siècle, c'est les sciences sociales modernes. Okay? Donc, l'idée que, par exemple, on peut étudier un corps social qui a ses propres règles, ses propres concepts théoriques, qui sont indépendants de la politique et indépendants des individus. C'est une idée qui apparaît à cette époque-là. Puis, on va revenir avec notre ami Quetelet, puis on va voir un peu comment lui, il voit ça. Quetelet, c'est celui qui utilisait les astres, donc la physique sociale, qui utilisait les astres pour parler de la population. Okay. C'est ça. Puis, il y en a d'autres qui ont des idées sociologiques primitives. Auguste Comte, par exemple, qui est celui qui a inventé le terme sociologie, puis plusieurs autres. Okay? Saint-Simon, bref, plein de gens qui ont... c'est surtout dans le but de perfectionner la société qu'ils vont chercher à l'étudier. Puis Quetelet, c'est la même chose. Ouais, ça naît d'une volonté progressiste, si on veut. OK, parfait. Par contre, j'ai quand même une petite question par rapport à... Tu t'as donné une définition pour l'idée du corps social. Mais tu dis, je comprends un peu, donc dans le fond, c'est d'essayer de comprendre le corps social comme étant, mettons, une cohorte indépendante. Mais quand tu dis qu'il est indépendante au gouvernement ou pas au gouvernement, à la politique et tout ça, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ben, il faudrait demander à eux qu'est-ce qu'ils voulaient dire. C'est qu'ils ils se disent peut-être, en fait, ils croient, dans certains cas, qu'il y a des choses dans la société que le politique, que ce soit un monarque ou un parlement ou autre, doivent accepter, puis qu'ils ne peuvent pas contourner. Okay? Peu importe les lois qu'on met en place, peu importe comment on structure, d'un point de vue politique, la société, il y aura des réalités sociales qui vont exister indépendamment de ça. Indépendamment de ce qu'on fait en politique. OK, je comprends. Fait, dans le fond, c'est un peu l'idée, comme si, je compare ça, mettons, d'un point de vue plus personnel, comme une personne a sa personnalité, a ses facteurs qui l'influencent dans sa vie, puis peu importe de la manière que je communique ou je lui mais que je lui dicte des choses à faire, ben lui, il a sa propre réalité qui va influencer sa manière de percevoir ces choses-là ou de... Ouais, c'est pas exactement ça? C'est vraiment, de ce que moi je comprends, là, c'est vraiment une idée théorique qui exclut aussi l'individu. Okay? C'est comme une genre de réalité sociale abstraite qui est là, qui émerge de la société, qui est comme immanente, qui est comme partout en même temps, puis que le dirigeant politique ne peut pas influencer, puis que les individus non plus ne peuvent pas influencer. Okay? Bon, maintenant... OK, non, je comprends ce que tu veux dire. Est-ce qu'ils ont raison? C'est certainement un point de vue qui peut être utile pour faire de la spéculation théorique, pour rechercher, pour comprendre. Mais je connais vraiment rien en sociologie, fait que je peux pas te dire beaucoup plus que ça. La raison pourquoi j'en parle, c'est parce que ça va vraiment jouer un rôle dans l'évolution de la statistique. OK.
et vice-versa. La statistique va jouer un rôle dans l'évolution de cette idée théorique-là, si on veut. Je sais pas si ça te satisfait comme... Oui, je comprends. Okay. Dans le fond, c'est au début des sciences sociales, eux avaient un concept qui appelait l'idée d'un corps social, ce que tu as expliqué. Puis ça va les aider à essayer d'évaluer la population. Ouais. Mais aussi, faut comprendre que pour eux, c'est... Comme eux, ils pensent avoir comme découvert la vérité. Là. Eux, ils pensent que... Si on pense à Auguste Comte, comme sa théorie, grosso modo, c'est que les sociétés ont comme 3 étapes d'évolution, puis là, on a atteint la 3e étape, puis bientôt, la société va être parfaite, puis tout va bien aller. Là, comme... Ouais. Okay, j'exagère un peu, mais c'est comme grosso modo, c'est ça. Okay? J'ai vu énormément de théories évolutives qui sont un peu dans ce... Ouais, ça revient tout le temps. Au 20e siècle, il y a un livre vraiment, vraiment populaire d'un économiste que toute société a 5 étapes économiques. La 5e, c'est la société de consommation. Puis là, c'est le bonheur éternel. Tout le monde consomme, puis on est bien. T'sais. Oh wow, OK. Ça fait un peu vieux jeu aujourd'hui, ça. Ouais, mais vraiment, c'est ça. Puis ça, c'est il y a peut-être 100 ans. Là, si on remonte au 19e siècle, mais là, tu lis ça, puis ça fait très vieux jeu. Mais ça reste que c'est important dans l'évolution de la pensée. OK, parfait. Donc, revenons à Quetelet, qui est un de ces optimistes-là, si on veut, qui a comme une espèce d'idéal progressiste de la société qu'on pourra comprendre, puis en utilisant le modèle astronomique, on va découvrir les lois de la société, puis c'est vraiment vraiment flyé. Donc, une de ces idées que moi, ça me fait vraiment rire, okay, c'est qui est une idée qui perdure jusqu'à aujourd'hui, c'est l'idée d'un homme moyen. Okay? Donc, l'homme moyen, okay, qui est un peu... Je pense qu'on a un peu tous cette idée-là. L'homme moyen, on utilise des fois cette expression-là. Okay? La personne moyenne. Monsieur, madame, tout le monde. C'est comme... Il va inventer cette idée théorique-là. Ça va être une genre d'idéal type. Okay? Par exemple, le français moyen, okay? Ou le belge moyen. Puis il va utiliser une analogie physique qui est comme le centre de masse d'un objet, okay? Qui est comme un concept physique qui... par exemple, mon objet, si je le balance sur son centre de masse, il va rester en équilibre. Okay? Puis il va vraiment utiliser cette analogie-là pour créer l'homme moyen. Puis, pour lui, tous les résultats moyens de ce qu'on peut mesurer dans la société deviennent une caractéristique de l'homme moyen. Okay? Donc, on pourrait penser le salaire moyen, le nombre d'enfants moyen. Donc, l'homme moyen a, 1,9 enfants, gagne un salaire de, 38 000 $, etc., etc. Okay? Puis quand on dit homme moyen, on parle comme homme du concept sociologique, si on veut, qui inclut les femmes. Là, et tout. Okay? Fait qu'il va définir cette espèce... citoyen moyen. Citoyen moyen. Okay? Ouais. Il va définir cet homme moyen-là. Okay? Fait qu'il n'y aura pas de problème pour ce qui est de mesurer les caractéristiques physiques moyennes. Okay? Puis il va vraiment s'intéresser à ça. Mesurer la longueur des bras des gens. Mesurer la grosseur des organes. Mesurer la taille moyenne, la longueur du gros orteil, de faire la moyenne, etc., etc. Puis, à ce titre-là, on va le considérer comme le père fondateur de l'anthropométrie, okay, qui est la mesure des hommes. Okay? Mm-hmm. Mais là, ce qui va être vraiment intéressant, ça va être les caractéristiques plus subtiles. Ce qu'il va appeler les caractéristiques morales. Fait que là, il va se dire, OK, comment est-ce que je peux mesurer le courage moyen? C'est quoi le courage de l'homme moyen? C'est quoi le penchant au crime? C'est quoi le penchant au meurtre? Okay? Puis, il va utiliser une idée qui est ingénieuse à l'époque pour, par exemple, calculer le penchant au meurtre. Il va calculer le nombre de meurtres total dans la population, puis la diviser par la population totale.
Puis là, il va être capable de dire, dans une société, l'homme moyen a, je sais pas, un penchant au meurtre de 0,14. OK, je sais pas, je dis ça comme ça. Okay. Donc, il va faire ces espèces de mesures-là. Il va leur donner aussi une dimension historique. Fait qu'il va essayer... Bon, tout ce qu'il dit, il va pas le faire, OK? Mais il va dire que c'est ça qu'il faudrait faire. Aller dans les livres d'histoire, calculer le plus qu'on peut les hommes moyens dans l'histoire, regarder l'évolution de l'homme moyen dans l'histoire, puis on va être capable de prédire l'évolution de l'homme moyen dans le futur, puis avec ça, on va être capable de construire la société idéale en modifiant les institutions par rapport à l'homme moyen. On voit un peu, c'est un petit peu flyé, là. Mais ce qu'il faut retenir... Mais on voit quand même que c'est vraiment... Là, ça commence vraiment à être un... Tu sais, il y a des... En tout cas, il veut vraiment quasiment que ça soit prédictif. Puis c'est vraiment un calcul historique aussi de ratio. Exact. Ça commence à être pas mal de la probabilité... Ouais, puis tu sais, son idée de penchant au meurtre, OK, aujourd'hui, on va plus l'interpréter comme ça, on va appeler ça un taux de criminalité. Tu sais, de regarder le taux de criminalité dans un pays ou dans une province ou dans une ville. On utilise beaucoup ça pour alimenter nos décisions politiques en termes de politique publique, d'institutions, de financement de programmes, etc. Lui va voir ça comme vraiment la création d'un homme moyen, puis c'est comme quasiment comme si cet homme moyen-là va exister pour vrai, mais l'idée est quand même là. L'idée d'aller mesurer les taux comme étant une information pertinente va venir de Quetelet. Ouais, c'est ça. Mais lui, il est plus vu d'un point de vue individuel, ce qui rend quand même ça... chaque humain a une probabilité de... 1% d'être un meurtrier. Ouais, un penchant au meurtre. Comme tout le monde a comme un penchant au meurtre de 1%. Okay? c'est un peu comme vrai ça. C'est flyant, moi aussi. Ouais. Puis, parce que ça me fait vraiment rire parce que c'est vraiment vieux jeu, mais il y a aussi l'idée qui apparaît chez Quetelet d'une loi statistique, okay? Puis pas seulement chez Quetelet, on y reviendra, c'est une idée qui traverse vraiment le 19e siècle. C'est que, en lien un peu avec les grosses bureaucraties qui commencent à être créées pour mesurer les choses, il y a littéralement une avalanche de nombres qui sont publiés. Okay? C'est comme de plus en plus de nombres sont publiés par le gouvernement, de plus en plus d'amateurs vont collectionner des tables, faire des graphiques. Ça va comme devenir de plus en plus populaire. Puis, on va par exemple se rendre compte que d'une année à l'autre, le taux de crime ou le nombre de mariages est plutôt stable dans une société. Puis là, plutôt que de juste voir ça comme étant juste question d'une stabilité des conditions de la société, eux vont voir ça comme on a découvert des lois statistiques. C'est comme on a découvert que les humains que les sociétés obéissent à des lois au même titre que la physique de Newton. Puis ils vont vraiment aller jusqu'à dire ça là, dans leurs écrits. Oh, OK. Mais il faut comprendre que beaucoup de ces lois-là sont complètement farfelues. Okay? Puis j'ai un exemple qui m'a vraiment fait rire. Okay? Je vais la citer, c'est en anglais. On parle de Quetelet. Okay? He discovered that Belgian lilacs burst into bloom when the sum of the squares of the mean daily temperature since the last frost adds up to 4,624 degrees Celsius squared. Puis ce genre de loi-là, c'est comme quoi? Mais c'est farfelu, mais tout le monde fait ça presque. Comme beaucoup de mathématiciens vont voir des régularités statistiques puis commencer à se dire qu'on est en train de découvrir des lois inéluctables de la société, des lois aussi contraignantes que la loi de la gravité, par exemple. Okay? Juste par des régularités statistiques. Mais tu sais, par exemple, dans ce que tu as nommé, bon, c'est sûr que celle avec la température et tout ça, c'était vraiment poussé.
Mais celui du taux des humains, puis tout ça, il disait que, par exemple, que c'était une loi. Donc, dans le fond, eux, ils ont un peu analysé une société, ils ont vu que le taux était de 2, admettons qu'il était de 2, puis qu'il restait de 2 depuis des centaines d'années, fait qu'ils se sont dit, voilà, c'est une loi, le taux d'infantilité est de 2. Par exemple. Et c'est marqué, c'est comme une loi physique. Exact. C'est vraiment grossier comme ça. OK. Puis ouais, non, OK, ouais, je comprends. Tu comprends, c'est très primitif comme pensée statistique. Mais c'est là. Ouais. Ça commence. Ouais. Donc, cette idée de loi statistique va être omniprésente. Puis elle va apparaître aussi dans des contextes un petit peu plus sensés, un petit peu plus qui nous apparaît un peu plus défendable aujourd'hui. Si on pense par exemple à Durkheim, qui est considéré comme un des pères fondateurs de la sociologie moderne, il a publié un livre qui s'appelle Suicide, qui est comme un classique de la sociologie. Il l'a publié à la fin du 19e siècle. Donc, il y a eu beaucoup de développement. Puis ce livre-là va défendre un peu l'idée du corps social, autonome, tout ça, que, par exemple, le suicide, c'est pas un acte individuel, c'est un acte social. Okay? C'est l'individu est amené au suicide uniquement par les conditions sociales dans lesquelles il vit. Okay? Puis son livre est rempli de tableaux, de graphiques à l'appui de cette thèse-là, si on veut. Puis c'est vraiment le début d'une utilisation plus rigoureuse d'un point de vue statistique de ces balbutiements-là qu'on commençait à avoir au début du siècle avec Quetelet et tout ça. OK. Puis, OK. Puis dans ce temps-là, puis je sais pas si tu connais la réponse, c'est quand même précis là, ou pointu comme question, mais est-ce que ça serait un début aussi de considérer que justement la société a un rôle à jouer dans la psychologie ou le développement individuel des personnes? Est-ce que ce serait un peu les balbutiements de ça ou c'est une théorie qui existait quand même avant? Ce que je pense, moi je pense que oui. Okay. Donc, un peu pour revenir à Quetelet, Comte, ces gens-là, si je comprends bien, c'est justement l'idée que en modifiant les institutions sociales pour un peu faciliter le déploiement de l'ordre naturel qu'on découvre dans les statistiques, par exemple, on va pouvoir améliorer la condition des gens. OK. Donc, c'est souvent des projets un peu utopiques, en fait, carrément utopiques. Je suis pas familier avec leurs projets, mais de ce que je comprends d'un point de vue statistique, ça se résume pas mal à ça. Ouais, mais c'est ce que je vois depuis tantôt, tous les concepts que tu expliques. Je vois un peu ce qu'on a pris de ce concept-là aujourd'hui, genre ce qui en découle aujourd'hui. Mm-hmm. Mais à chaque fois, on dirait tellement que c'est extrême quand c'est au début. Ouais. Comme par exemple, celui même sur le suicide qui parle, c'est un peu extrémiste comme point de vue de dire que c'est seulement la société qui a un rôle à jouer. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, on sait que y a d'autres choses aussi, oui. Tout ce qui est la chimie du cerveau, puis tout ça. Ouais, maladie mentale, c'est plein. Exactement. Fait que c'est quand même, c'est fou à quel point, genre, je vois le découlement de tout ça, mais à chaque fois que quelqu'un sort de quoi d'important, on dirait que c'est tellement extrême. Ouais. Que... Puis tu sais, là, on caricaturise beaucoup là, aussi. Fait que oui. Probablement que Durkheim était un peu plus nuancé, mais ça reste que c'est quand même... Il y a les débuts de ce que tu dis, de ce qu'on peut revoir aujourd'hui, puis il y a un côté peut-être qu'on a rejeté aussi. Quoi. OK, on va pas aussi loin que ça, mais bon. Okay. Mm-hmm. Donc ça, c'est un petit peu le côté sociologique. Donc j'ai un petit peu tergiversé. Là, on a commencé au début avec Quetelet, on s'est rendu à la fin du siècle avec Durkheim, il y a l'homme moyen, tout ça.
Il y a d'autres courants majeurs qui vont influencer les statistiques. On peut penser à le développement de l'économie politique classique, qui est un champ d'études qui est devenu les sciences économiques aujourd'hui. Donc Adam Smith, qui est comme considéré le père fondateur de la vision moderne de l'économie, qui est un point de vue global sur l'économie, comme quoi il y a l'idée d'un espèce d'équilibre économique qui va se créer avec la main invisible, puis des choses comme ça. Donc, juste l'idée qu'il existe un ordre économique spontané qui vient sans que le gouvernement ait besoin d'intervenir, que juste les gens vont s'organiser puis créer un équilibre économique naturellement sans le vouloir. C'est une idée qui est très populationnelle, qui est très de l'époque, en fait, qui est très dans le sillon de tout ce qui est conception statistique, conception populationnelle des choses. Puis même son livre, il va publier plein de données chiffrées dans son livre. Alors, je peux donner mon expérience personnelle. J'avais essayé de le lire, ce livre-là, il y a quelques années, qui est comme si c'est une méchante brique, puis c'est de l'écossais du 18e, 19e siècle. C'est un peu plate. Puis j'ai abandonné à peu près à la page 300 parce que ça faisait 100 pages qui donnaient des données sur la dépréciation de l'argent, du métal, comme les pièces étaient en argent. Puis ça faisait genre 100 pages qui essayaient d'expliquer pourquoi la valeur de l'argent s'était dépréciée en Grande-Bretagne, avec des données en plus dans des unités monétaires de l'époque que moi je connais pas. Là, j'étais comme ok, je suis plus capable. Mais on voit un peu, je raconte ça parce qu'on voit l'idée de mettre plein de chiffres dans notre texte. C'est une idée de l'époque qui commence vraiment à l'époque. Ouais, puis justement, quand tu parlais aussi, quand c'est l'économie politique qui commence, parler de la dépréciation de l'argent ou de la dépréciation de biens ou tout ça, c'est. Ça fait très économie. L'économie qu'on entend parler tous les jours, là, le PIB, exact. La dépréciation, l'inflation et tout ça. Exact. Puis c'est là qu'on se rend compte un peu de. On a toujours constaté dans les civilisations que l'argent se dépréciait, mais on ne comprenait peut-être pas ce phénomène-là. Okay? Comme si on pense, par exemple, au début du colonialisme, on pratiquait du mercantilisme. Donc, on allait en Amérique du Sud, on pillait tout l'or, on le ramenait en Europe, puis là, on était comme « Yes, on va être riche, on a tout l'or. » Puis là, l'or perd toute sa valeur, puis là, on ne comprend plus pourquoi. T'sais. Donc, on ne comprenait pas l'inflation comme on le comprend aujourd'hui. T'sais. Ouais, ça, c'est intéressant, ça. Parce que justement, puisque ça les devient ressources, abondant. Tu découvres de nouvelles ressources, fait que là, c'est abondant, mais là, justement, ça n'a plus de valeur. Mais c'est ça, puis c'est littéralement ça que les Européens ont fait. Ils ont pillé les sociétés aztèques. Comme dans l'imaginaire, là, les Aztèques, c'est comme tout est en or. Mais c'est que oui, l'or était abondant pour eux. Donc, tout est en or, puis là, les Européens sont comme, on va être riches. Puis là, ils ramènent tout ça en Europe. Mais en réalité, là, tout le monde fait la même chose. Tout le monde fait la même chose, puis là, il y a juste... L'or vaut plus autant. Ah, quelle déception. Autant de drames pour peu, tu sais. Ouais. Comme finalement, t'arrives, t'es déçu. Si on continue dans l'économie politique, un autre texte célèbre, c'est Thomas Malthus, Essay on the Principle of Population. Donc, on voit déjà dans le titre. Puis lui, sa thèse, c'est que la population va croître trop vite par rapport à notre capacité de la nourrir. Alors, il faut arrêter de mettre en place des mesures pour aider les pauvres, parce que c'est eux qui se reproduisent le plus. Puis ça va créer des famines, donc il faut laisser les pauvres mourir. Grosso modo, c'est ça sa thèse. C'est une thèse sur la surpopulation un peu insensible. Ouais, vraiment. Wow. Puis bon, on pourrait en parler d'autres, Ricardo. Donc les grands classiques économiques, on voit qu'ils ont... Les grands économistes classiques, on voit qu'ils ont une approche populationnelle de leur champ d'études. Un peu ce qu'on a parlé tantôt, juste faire un petit mot là-dessus, les recensements, les bureaucraties qui cherchent à déployer
des administrations pour aller récolter des données. Donc tout ça participe pour créer un peu une pensée statistique. Fait que dans le fond, là, si on voit deux filons qui ont été très importants pour la statistique, donc on parle d'économie, mais la sociologie, puis il y a l'économie aussi, qui essaie un peu de comprendre les populations de deux façons complètement différentes. Ouais, vraiment. Puis, je en pense utilisant les statistiques. Ouais, non, je pense que ce qui est vraiment déterminant dans ma lecture des choses, c'est l'idée qu'on peut étudier des phénomènes d'un point de vue populationnel. Donc, c'est vraiment comme ce tournant-là dans la pensée qui va s'alimenter des chiffres qu'on produit, mais qui va aussi faire en sorte qu'on va collecter plus de chiffres. Puis on va créer une espèce de feedback loop qui va mener un petit peu à ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est l'omniprésence de données sur tout ce qui est imaginable. Ouais. Puis, je sais pas si tu voulais en parler plus tard, mais si on se rappelle bien, au dernier épisode, à la fin du dernier épisode, en fait, on parlait à quel point, en fait, que est-ce que c'est pertinent de parler de statistiques pour ce qui est de la sociologie ou pour ce qui est des sciences sociales? Puis ici, on comprend dans le fond que l'émergence de la statistique vient des sciences sociales au départ. Ce qui est un peu ironique avec la fin de notre dernier épisode. Ouais, mais c'est ça qui m'a un peu comme mis la puce à l'oreille. C'est ça qui m'a fait vouloir creuser plus, parce que j'avais toujours eu l'impression que de mon background, moi j'ai vu les stats d'un point de vue très mathématique, d'un point de vue très théorique, d'un point de vue très technique, puis j'ai vu des amis en médecine, des amis dans d'autres branches qui devaient apprendre des stats, qui comprenaient pas grand-chose, qui s'en servaient beaucoup. Du moins, j'avais l'impression qu'ils comprenaient pas grand-chose comparé à ce que moi je comprenais, tu sais. Puis je me disais, c'est juste par souci de rigueur qui n'existe pas qu'ils font ça, tu sais. C'est juste parce qu'ils veulent avoir une certaine rigueur qui n'est pas propre à leur domaine, qui vont aller essayer de s'appuyer sur des tests statistiques. Mais comme en réalité, c'est le contraire. C'est eux qui ont inventé ça. Ça a toujours été... dans l'histoire de la statistique, ça a toujours été de pair avec l'évolution de ces courants de pensée-là. Ouais, c'est super intéressant, ça. Puis est-ce que ça change ton point de vue par rapport à ce que tu as dit la dernière fois ou... Un peu, mais on pourrait en parler dans les prochains épisodes plus en détail. J'aimerais ça qu'au dernier épisode, qu'on fasse des ouvertures un peu plus philosophiques et tout, puis je pourrais donner mon opinion plus détaillée. Parfait. Donc on garde ça en tête. On regarde ça en tête, puis on peut retourner à l'histoire. Ouais, donc... juste pour terminer, donc, on a balancé un petit peu à gauche, à droite dans le 19e siècle. Évidemment, c'est très sommaire comme discussion historique. Mais là, je voudrais juste m'attarder quelques minutes à ceux qui contestent ça. Okay? Donc, c'est pas tout le monde qui est enthousiaste de voir ça, évidemment. Donc, il y a les défendeurs du libre arbitre, okay, qui vont sentir une espèce d'attaque sur le libre arbitre parce que les Quetelet et autres en voyant des régularités statistiques qui disent que c'est des lois de l'univers comme la physique puis que personne ne peut s'y défaire, tu sais, que on va toujours avoir un taux de naissance de temps, puis un taux de mariage de temps, puis un taux de crime de temps, puis que c'est des lois, puis qu'on ne peut rien faire pour ça. Donc, il y a des attaques philosophiques qui vont venir. Puis juste pour donner une espèce de... Comment je peux dire? Juste une espèce de pensée qui encapsule vraiment ça. Donc, c'est dans un roman de Dostoïevski qui s'appelle Les carnets du sous-sol. Je ne sais pas si tu es familier, mais l'histoire, c'est un homme qui sort jamais de son sous-sol puis qui est juste vraiment comme anxieux, là, qui a juste des ruminations anxieuses puis qui les écrit dans un carnet.
Puis au début du livre, il va s'attaquer vraiment à ça directement, à l'idée que les statistiques enlèvent le libre arbitre. Donc lui, il va pas s'attaquer, mais il va se plaindre. Il va être comme, dans le fond, j'ai aucun libre arbitre. Tous les chiffres, comme, moi, si je veux dire que 2 plus 2, ça donne 5, j'ai pas le droit. Puis nanana. Puis en tout cas, c'est vraiment flyé. Puis c'est quand même drôle. Là. Puis il va vraiment comme avoir des ruminations existentielles là-dessus. Puis je pense que ça encapsule bien un peu l'espèce de malaise philosophique que certains vont y voir. Un peu un malaise existentiel, comme si ça venait invalider le libre arbitre. Puis c'est quand même, je sais pas si c'était l'allusion voulue dans le livre, mais que le gars soit justement enfermé dans son sous-sol puis qu'il soit méga anxieux, tandis qu'il y a un monde dehors que tout le monde peut aller visiter. Ouais. Ça montre, je sais pas, j'ai l'impression que la personne qui a écrit ça venait dénoncer cette pensée-là ou venait peut-être dénoncer la pensée que lui ressentait aussi. Ou... Ben, je pense que l'utilisation du personnage, ça fait juste comme donner un petit peu plus de matériel romanesque. Là. C'est exagéré. C'est quelqu'un qui sort jamais de son sous-sol, puis il se plaint qu'il a mal au foie. Puis en tout cas, c'est vraiment drôle. Mais je pense qu'il utilise ça pour défendre un peu des conceptions qui sont chères à l'auteur. Qu'on est en train de mettre de côté des choses qui ont longtemps été des points de vue philosophiques ou des points de vue sur le monde qui ont longtemps été de support comme... Bon, je sais pas si c'est clair, mais Dostoïevski, par exemple... C'est super clair. Une idée qui revient dans son œuvre, c'est que qu'est-ce qu'on va faire maintenant si on croit plus en Dieu? Comment on va s'orienter moralement, okay, par exemple? Ouais. Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant si tout est statistique à nos yeux? Comment le libre arbitre va marcher là-dedans? Tu sais? Ouais, je comprends un peu. Donc, je pense que ça encapsule un peu le malaise que beaucoup vont ressentir. Puis, on va le voir dans beaucoup d'écrits philosophiques, dans beaucoup de romans, par exemple. Puis, sinon, un autre courant de contestation, on pourrait cibler Claude Bernard, qui est très célèbre, c'est un médecin, qui est très célèbre pour sa pensée sur l'épistémologie de la médecine. Puis, lui, il va vraiment dénoncer l'idée, justement, de ce qu'on avait ce qu'on avait décrit dans le tout premier épisode, que le point de vue populationnel que prend, par exemple, la santé publique. Donc, lui, il va dire non, tu sais, que quand tu m'amènes un patient, que tu me dises que le médicament est 70% efficace, ça me dit rien parce que chaque patient est unique. Puis moi, je dois essayer de comprendre la situation unique de mon patient, les causes de son malaise, puis les remèdes possibles qui vont fonctionner dans son cas. Donc, lui, il va attaquer un peu la statistique du point de vue de la médecine. Mais je pense que ce qu'il n'avait pas entrevu, c'était que les deux pouvaient coexister. Qu'on pouvait avoir une politique de santé publique qui gère les risques, qui gère les populations, qui met en place des mécanismes pour diminuer les taux de mortalité, les taux de maladie, etc. Et des médecins qui s'intéressent à un individu, regardent sa situation, ses symptômes en particulier, qui lui proposent des remèdes propres à lui, qui suit son évolution à travers la guérison et tout et tout. Ouais, exactement. Ok, ça c'est super intéressant. Comme lui, peut-être justement, il avait peur que la catégorisation soit trop intense, puis qu'on oublie tout l'aspect individuel, mais en fait, ça l'a vraiment aidé justement à la médecine de comprendre des groupes de personnes, de mettre des maladies dans des groupes et les catégoriser, ça l'aide à, à justement faire des tests sur des études sur comment régler cette maladie-là, mais c'est sûr qu'individuellement, ça va changer de personne en personne. C'est ça, puis c'est vraiment deux champs de recherche. C'est deux champs complètement différents. Tu sais, comme, quand tu étudies, si tu veux faire de la santé publique, tu vas étudier en santé publique. Tu sais, puis c'est pas le même
le même cursus qu'un médecin. Parce qu'ils ne vont Exact. pas s'intéresser à la même... Tu sais, un médecin va plus être dans la guérison, la santé publique va plus être dans la prévention. La santé publique, c'est politique de nature. Donc, il faut que tu connaisses l'administration, il faut que tu connaisses la politique. Donc, par exemple, pendant la pandémie, les dirigeants, les scientifiques qui vont conseiller, c'est pas des médecins, c'est des experts de santé publique, c'est des épidémiologistes. C'est pas le même genre de façon d'aborder le problème. Moi, si on prend par exemple Claude Bernard qui s'inquiète que on se concentrera pas assez sur l'individu. Je pense qu'on peut lui donner partiellement raison, comme c'est très... par rapport à ce que c'était avant, la médecine, c'est devenu très froid, très dépersonnalisé, c'est très routinier, c'est très... Donc, lui, il y a plein de raisons pour ça, puis peut-être que c'est correct comme ça, là, mais c'est juste... Avant que les médecins, à l'époque de Claude Bernard, les médecins, ils allaient chez vous, puis... Il allait chez vous, puis il connaissait ta famille, puis le milieu, puis qu'est-ce qui se passe, comment ça va. Ça l'a changé, mais là où il avait juste peut-être pas anticipé l'émergence d'un autre champ complètement autonome de la médecine, qui serait la santé publique, qui est juste une autre façon d'approcher les problèmes de santé. OK. Je pense que ça fait un bon sommaire là, du 19e siècle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein d'influences partout qui vont influencer la statistique. La statistique va influencer ces domaines-là. On n'a pas encore d'outils modernes comme on l'a aujourd'hui. Okay? Ça va venir au 20e siècle. Donc, on pourra en parler dans le prochain épisode. Puis j'ai aussi j'ai omis beaucoup de choses comme par exemple la statistique mécanique, la thermodynamique, qu'on pourrait peut-être en parler dans un autre épisode du podcast éventuellement, qui est une évolution très importante en physique qui utilise l'idée de statistique, de probabilité, la mécanique quantique qui va devenir probabiliste, des choses comme ça qu'on pourrait aborder dans les prochains mois si on voudrait. Là. Cool. Puis à partir de maintenant, on va parler de quoi dans les prochains épisodes? Prochain épisode, on s'attarderait plus au 20e siècle. Donc, qu'est-ce qui a été déterminant dans le 20e siècle et surtout le test d'hypothèse, qui est vraiment le fondement de la statistique moderne, qui donne vraiment toute sa rigueur à la statistique. Puis pour le dernier épisode, on pourrait faire des ouvertures plus philosophiques sur les notions de causalité. On pourrait parler un peu d'un sujet qui est très très chaud en ce moment, le machine learning. C'est quoi son lien avec la statistique? Quelle est la place des données dans notre société aujourd'hui, etc., etc. Cool. Ben c'est parfait, man. Au prochain épisode. Yeah. Vous aimez Dialogue Dilettante? Suivez-nous sur Spotify, Google Podcasts ou toute autre plateforme de podcast que vous préférez. Vous aimeriez continuer la discussion? Rendez-vous sur YouTube ou Facebook, où nos pages, toutes les deux appelées Dialogue Dilettante, hébergent chacun de nos épisodes et commentez sous la vidéo. Que ce soit pour des questions, des commentaires ou des suggestions, venez discuter avec Elliot et Justin, vos animateurs de Dialogue Dilettante.